Voilà, vous l'aurez compris, Simco Consulting, cabinet conseil en logistique et supply chain. 40 ans d'expérience, 600 clients, 2400 projets, avec une offre donc, qui se décline en plusieurs parties. Une première offre qui est plutôt donc, consacrée sur l'intralogistique d'usines et d'entrepôts, prendre soin de vos flux, les soigner, préparer le terrain pour le futur, avec des axes qui peuvent être très manuels et très orientés système automatisé, puisque si on parle de système automatisé, on parle d'innovation, mais on peut également intervenir sur des notions d'amélioration continue. D'un côté, on prend l'ascenseur, de l'autre, on prend l'escalier. Simco Consulting, c'est également une offre de simulation de flux, reproduire digitalement une activité et pouvoir faire joujou, entre guillemets, ou tout au moins tester différentes solutions, différentes paramètres, modification de paramètres, différents investissements. C'est une garantie avant investissement. Et donc, c'est un outil qui est très performant, qui peut servir également à impliquer des collaborateurs ou à convaincre des hiérarchiques sur l'intérêt donc d'un investissement ou d'une amélioration. Ça sert aussi, on va parler aujourd'hui d'externalisation, ça peut servir à des prestataires logistiques pour montrer et donner envie à leurs futurs clients sur la solution qu'ils vont proposer. Et puis, ça sert bien évidemment à valider cette solution. Une offre également, donc, et c'est encore là aussi le sujet du jour, hein, donc le support au projet d'externalisation. Donc, on accompagne à la fois des donneurs d'ordre pour aller identifier le bon prestataire pour assurer leur logistique ou leur transport. Et on accompagne les logisticiens, les prestataires logistiques pour répondre à des appels d'offres de donneurs d'ordre également. Aujourd'hui, c'est un enjeu capital, la logistique, et on y reviendra. Et enfin, donc, nous sommes certifiés Calliope, donc nous avons une gamme, un catalogue de formations, mais aussi et surtout, on peut vous proposer des solutions, des formations sur mesure. L'idée étant de ne pas se contenter de faire progresser vos collaborateurs, de ne pas progresser, pardon, uniquement les processus, mais bien sûr les collaborateurs qui vont avec. Excusez-moi. Alors, vous aurez, comme d'habitude, la présentation à disposition donc, à l'issue du webinaire ou dans les jours qui viennent. Vous aurez également un lien pour regarder un replay. Ici, c'est la synthèse de notre offre. Vous avez également ici quelques noms de clients, mais je vous propose quelques noms parmi nos 600 clients, mais je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec donc cette thématique d'externalisation. Alors, externalisation, on précise transport logistique. On va beaucoup parler de logistique. On parle d'externalisation de transport puisque quelque part, on va suivre le même canevas. On va suivre la même démarche, avec une différence près qu'aujourd'hui, on se pose bien souvent la question de l'externalisation logistique, on ne se pose pas la question de l'externalisation de transport, puisqu'on externalise de fait, sauf avoir une flotte de transport en propre, ce qui est de plus en plus rare, mais on externalise de fait le transport. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir bien suivre cette démarche en parallèle. On commencera par ce qu'il ne faut pas faire ou par le fait de prendre peut-être à la légère ou trop à la légère donc, cette notion d'externalisation. On reviendra un peu sur le contexte, sur une matrice avantage-risque. Ça, c'est un point qui est important et ça va être le cœur de ce webinaire. Hein, c'est quels sont finalement une petite prise de recul, quels sont les avantages, quels sont les risques qu'on prend quand on externalise sa logistique, comment est-ce qu'on prépare un projet, quelles sont les démarches à réaliser, quelles sont les étapes de ce projet et de l'équipe projet, puisque c'est pas une affaire qu'on va traiter seul. Comment on gère l'appel d'offres et puis ensuite comment on conduit le projet, quels sont les points sensibles qui vont nous mener au succès. Les erreurs qu'on peut commettre, j'allais dire, c'est de passer à patate chaude. On sait qu'on a des difficultés dans notre organisation, on n'arrive pas à passer les pics, c'est un peu problématique, on se pose pas de questions, on dit on va confier à un prestataire et on n'en parle plus. Non, il faut évidemment préparer ce qu'on passe, il faut maîtriser ces processus, on y reviendra, avant de pouvoir passer de manière convenable et décente à un logisticien, puisque n'oublions pas que le prestataire va être finalement le dernier maillon de la chaîne et c'est lui qui va assurer
votre réputation. On ne se limite pas non plus à juste acheter un tarif. On achète une prestation, on achète de la valeur ajoutée chez un prestataire. À lui également de nous proposer donc de la valeur ajoutée sur les flux. Et donc, on n'achète pas, on négocie pas un tarif avec un prestataire logistique, puisque on peut aller chercher un tarif au plus bas et casser totalement sa réputation sur le marché derrière. Et puis, le dernier à pas faire, c'est ne pas suivre la qualité de la prestation. Évidemment, on met en place des indicateurs, on suit le prestataire, on lui montre qu'on est derrière. On a des organisations avec des comités de pilotage, des suivis donc réguliers, des plans d'action, un partage de difficultés, un partage des prévisions, de manière à partager justement ces éléments, à pouvoir anticiper, préparer la suite de manière sereine. Donc ça, c'est important. Il y a une vraie relation qui doit être créée entre un client et un prestataire. Quelque part, ça devient votre représentant vis-à-vis du marché. Des enjeux nationaux au niveau de la prestation logistique en elle-même. La stratégie nationale logistique qui a été mise en place en 2022, donc a développé donc 8 objectifs sur le territoire français, hein, donc et le tout piloté donc par France Nation Verte et le gouvernement, de manière à pouvoir structurer, à répondre favorablement et à répondre avec des axes qui sont du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue environnemental, donc compatibles et qui accompagnent également la réindustrialisation donc du pays qui est en cours. Voilà, donc l'idée c'est aussi de bénéficier de ces apports, de ces structures qui nous permettent de mieux identifier au final l'organisation logistique qu'on veut mettre en place. On sait qu'on a un problème de foncier. Il y a des engagements qui sont pris également. Là aussi, je cite un communiqué de presse du gouvernement, alors qui a un peu plus de 2 ans maintenant, mais l'idée c'est d'aller privilégier donc l'installation d'entrepôts sur les friches existantes. Voilà pourquoi, parce que aujourd'hui on a des industries, on a des besoins d'augmenter la production, de réinternaliser des productions. On a des espaces qui sont limités. Donc comment est-ce qu'on fait? Ça veut dire que est-ce que si on est sur un cycle, sur une zone déjà très urbanisée, est-ce qu'on est capable d'assurer de mettre en place un entrepôt, des surfaces supplémentaires? Est-ce que c'est plutôt l'entrepôt qui va faire place à la production et on va délocaliser l'entrepôt? Est-ce qu'on peut aller chercher des friches? Voilà, ce sont des investissements à chaque fois. Donc l'idée d'une prestation logistique, c'est aussi d'aller peut-être mutualiser des coûts. Et ça, on pourra en parler. La logistique, elle va être au cœur de votre supply chain, c'est-à-dire que la supply chain est au niveau stratégique. La logistique, elle va être le schéma directeur que vous allez faire, ça va être votre tactique opérationnelle. Ça va être comment je mets en œuvre la supply chain qui a été définie dans la gouvernance de mon entreprise. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir gérer et répondre à la demande des clients, les promesses qu'on fait aux clients sur le marché. C'est de pouvoir piloter le stockage, la distribution, c'est de pouvoir répondre aussi à des enjeux de développement durable, des enjeux de réputation. Et ça, c'est quelque chose qui est quelque chose d'important aujourd'hui. Et on va le voir sur le slide suivant. Et là aussi, on a des organismes, des associations, des réseaux qui nous permettent d'avoir un peu des fils conducteurs et des guides. Et donc, j'ai cité ici donc des éléments donc de France Supply Chain. Et donc, je vous mets également le lien Internet pour vous connecter. Alors, l'évolution du marché, évidemment, on ne fait pas n'importe quoi si on veut s'installer, si on veut modifier, améliorer notre logistique. On répond, l'entreprise est là pour répondre à la demande de ses clients dans un monde toujours VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. On ne changera pas. Avec ces petites étoiles qui représentent ces notions de réputation. Aujourd'hui, on est sur la e-réputation, mais la réputation, elle arrive partout.
Voilà, et des fois, un mauvais commentaire sur un site de e-commerce, ça va un peu casser votre réputation et vous priver de vente pendant quelques temps, ou tout au moins faire baisser vos ventes. Et puis, donc, on a ces demandes qui sont de plus en plus exigeantes et de plus en plus complexes sur le marché. Tout le monde n'est encore pas passé du B2B au B2C. Alors, on essaye, il faut aménager des postes de travail parce que on prépare pas un colis comme on prépare trois palettes. Alors tout le monde n'est pas concerné par ce B2C, mais aujourd'hui de plus en plus d'acteurs le font et à travers des réseaux de vente, à travers des notions de dropshipping où on veut éviter un passage, ce qui est plutôt logique. Hein, si on pense dépenses kilomètres, carbone, etc. On veut éviter un passage par un entrepôt central et on va faire livrer directement d'un producteur à un consommateur. Le producteur n'était pas, jusqu'à présent, n'était pas calibré pour pouvoir assurer ce type de flux. On a beaucoup plus de lignes avec des petites quantités à traiter. Donc, on augmente la largeur, la profondeur de la gamme parce que le client le veut. On augmente la fréquence des commandes, donc on a plus de pièces mais moins de lignes. On a une promesse client donc qui a cet impact logistique sur la disponibilité, qui impose la couverture de stock, sur la ponctualité, les délais, la flexibilité. Qu'on va demander à un prestataire logistique, évidemment, et puis sur ce suivi, cette continuité de flux d'informations qui peut amener de la complexité dans la mise en place d'une prestation logistique. On a certains clients qui hésitent à franchir le pas, non pas parce que c'est leur logistique qui est complexe, mais parce qu'ils ont plutôt de complexité en termes de flux d'informations. Et d'abord, peut-être commencer par rationaliser ou par voir comment est-ce qu'on peut transmettre ces flux et ces informations donc, aux dits prestataires. Et puis, on a aussi des demandes de plus en plus de customisation retardée, de notions de kitting, de reconditionnement qui arrivent beaucoup. Hein. On arrive aujourd'hui sur des discours qui tendent à aller chercher et réutiliser, réemployer des produits d'occasion. Ces produits d'occasion ne sont pas en C2C. Oui, il y a des sites bien connus qui vous permettent de revendre vos produits directement à un autre consommateur. Quand il s'agit d'électronique, quand il s'agit maintenant également de vêtements et autres, on peut avoir une entreprise que j'ai visitée il n'y a pas longtemps, que je peux citer, qui est Petit Bateau, un service de location de vêtements plutôt que de vente. Et donc, ça veut dire qu'il faut reprendre ces vêtements, il faut peut-être les relaver, peut-être avoir des reprises dessus, de manière à pouvoir les remettre en état, les reconditionner et les remettre sur le marché pour un autre bénéficiaire. Donc tout ça, ça veut dire que ça change nos logistiques, ça change la logistique interne, et ça va avoir des impacts sur la logistique externalisée. Alors, dans le moment où on se pose la question, c'est quoi les intérêts finalement d'externaliser ou d'aller chercher un prestataire? Alors, une des premières questions qui nous semble assez évidente, c'est j'ai pas assez de place dans mon entrepôt et donc qu'est-ce que je fais? Je construis pas, j'évacue mes matières premières, j'évacue mes produits finis, j'évacue mes semi-finis. Est-ce que je les gère en propre avec une équipe à distance? Est-ce que je demande à un prestataire de les gérer? Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est définitif? Donc, il y a une première question à se poser qui est de dire, finalement, qui fait partie de ce schéma directeur, c'est comment est-ce que je m'organise et qu'est-ce que je fais et quels sont les produits que je souhaite externaliser. Est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est mon flux aval, mon flux amont? Donc, on va forcément se reposer la question. Sachant que dès l'instant, on va confier nos produits à un prestataire logistique, on va bénéficier, on va aller chercher des bénéfices et des avantages, non pas uniquement à dire, j'ai pas de place et je le fais traiter par un logisticien. Non, on va attendre des compétences, des bonnes pratiques, un vrai savoir-faire de la part d'un prestataire qui va avoir une vraie valeur ajoutée par rapport à la préparation et qui va être facteur d'idées, d'amélioration, des améliorations sur le flux par rapport à l'existant.
On va lui demander forcément de la flexibilité. Alors j'en avais peut-être, mais peut-être qu'il y en a un peu plus. Pourquoi? Parce que peut-être qu'avec des compensations de pics d'activité et de saisonnalité, il va pouvoir mieux répondre à des fluctuations, avec moins de difficultés d'effectifs, de personnel. Il va pouvoir répondre aux évolutions du marché et puis également aux normes et aux législations, puisque les normes évoluent, la législation évolue. À un moment donné, peut-être que mon entrepôt est caduc. Un prestataire, c'est son métier, il doit avoir ses entrepôts donc aux normes et entretenus comme il faut. On peut être aussi sur une concentration sur un cœur métier, c'est-à-dire qu'on va avoir un choix stratégique de dire non, moi, mon métier c'est de produire et de vendre, c'est pas forcément de stocker, de distribuer. Et donc on va aller chercher un prestataire dans ce cadre. On peut aller chercher donc des technologies avancées. Un prestataire, lui, son core business, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre ou les systèmes automatisés maintenant, mais c'est vraiment la partie de préparation de commandes, c'est vraiment la partie stockage. Donc, il a besoin d'optimiser peut-être encore plus que vous son stock et ses manutentions. Donc, il va avoir des systèmes d'information qui vont être optimum, qui vont lui permettre d'aller chercher cette productivité. Pourquoi? Parce que sa valeur ajoutée se fait sur le cœur business d'entrepôt. Votre valeur ajoutée, elle est plutôt sur la production ou sur le négoce. Et on a plutôt tendance en interne en entreprise à dire ah, la logistique, c'est un centre de coûts. Donc, à nous de faire en sorte que la logistique ne soit pas uniquement un centre de coûts, mais elle soit un vrai centre de profit pour l'entreprise à travers donc, des prestations complémentaires qu'on peut réaliser. On peut aller chercher de la réduction de coûts, hein, notamment sur la mutualisation, le partage donc les économies d'échelle qu'on peut avoir sur les différents investissements. Et puis, on peut avoir des enjeux financiers. Alors, c'est plus économique, c'est vraiment financier sur où est-ce que je place mon argent finalement dans l'entreprise. Je vais plutôt préférer la mettre sur des extensions d'outils de production plutôt qu'aller investir dans des entrepôts. Donc tout ça, ça fait partie des questions et des avantages qu'on peut attendre d'un prestataire logistique. Évidemment, il n'y a pas de liste close et définitive. Évidemment, cette liste s'adapte à vos activités, à vos contraintes et à vos périmètres. Alors, bénéfices attendus, aujourd'hui, on parle d'environnement, de décarbonation, et donc peut-être que finalement, on peut bénéficier, on peut profiter d'une externalisation pour aller tendre vers cette décarbonation à travers des optimisations, à travers la localisation d'un entrepôt et donc la diminution d'un impact de transport, à travers peut-être l'utilisation ou des entrepôts qui sont donc aux nouvelles normes environnementales et donc qui vont privilégier de l'énergie verte à travers des notions d'économie d'énergie, à travers, je disais tout à l'heure, l'optimisation des stocks, à travers le partage des ressources, hein, qui est un point fondamental donc de cette décarbonation. Donc on peut aller en plus de nos besoins, j'allais dire initiaux ou primaires, on peut aller chercher des avantages complémentaires pour en profiter, entre guillemets, pour verdir la logistique. Alors évidemment, il y a des risques à externaliser et ces risques, c'est de devenir dépendant, un sous-traitant, c'est qu'on maîtrise plus, on sous-traite et peut-être que faire marche arrière peut être compliqué à certains moments et donc on sait que on se sépare de sa logistique et on va confier à quelqu'un, donc il faut vraiment aller chercher quelqu'un en qui on a confiance, qui a su nous convaincre de sa pertinence pour aller assurer donc la prestation logistique. On va perdre le contrôle de la réputation. Si votre prestataire plante votre activité, il va vous planter vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de vos clients, et donc vous allez forcément en pâtir en termes de réputation. Et donc, il faut que si en cas d'anomalie, de problème sur la chaîne logistique de distribution, il faut pouvoir, dans le contrat avec votre prestataire, dire à un moment donné, soit lui mettre la pression, soit dire stop,
mais il faut s'améliorer, sinon on s'arrête et on va chercher quelqu'un d'autre. Alors c'est compliqué, ça veut bien dire qu'il faut bien préparer et correctement son dossier d'externalisation pour être sûr de son coût, parce que encore une fois, il peut y avoir quelques cas où une externalisation logistique se passe mal. Et pas forcément uniquement du fait du prestataire, ça peut être aussi du fait du donneur d'ordre qui était peut-être pas prêt, pas mûr, pas forcément organisé comme il faut, ou qui s'est peut-être fourvoyé dans la transmission de données ou de la consigne en disant bah voilà, j'ai tel volume à réaliser, telle typologie de flux, et puis bah, finalement on s'aperçoit que c'est pas forcément ça. Un risque sur la sécurisation des données, hein, tout le monde en a conscience aujourd'hui. La donnée est digitalisée, elle se promène partout sur les serveurs, etc. Donc, sécurisons ces données, allons chercher des garanties par rapport à ça. Il peut y avoir des problèmes de communication voilà, qui mènent à cette perte de contrôle de réputation. Si je communique pas bien, déjà j'ai peut-être du mal à communiquer en interne dans l'entreprise, mais alors là je suis avec un prestataire, donc il faut être totalement ouvert entre le client et le prestataire. Il faut se dire les choses, pas cacher, parce que si on cache les choses, au dernier moment, c'est là qu'on a le clash et que ça se passe pas bien. Le risque c'est aussi d'avoir peut-être des contrats longs. Pourquoi? Parce que un prestataire que vous allez vouloir faire travailler en disant tiens j'essaye pour un an, en un an, le temps qu'il mette son organisation, son apprentissage, etc., il va pas pouvoir investir, il va pas pouvoir aller optimiser ses outils, et donc vous allez avoir un coût assez cher. Et donc un prestataire va préférer plutôt une collaboration longue de quelques années, de manière à pouvoir prendre le temps de prendre en compte votre activité, d'amener des améliorations et pourquoi pas proposer des plans d'économie annuels. En général, c'est ce qu'on va demander à un prestataire. Donc, pour ça, il faut un temps long. Et notamment aussi, si on demande à un prestataire d'investir ou s'il propose de mettre en place des systèmes d'automatisation, là, le temps d'amortir ces éléments, il faut un contrat long. Sauf à mettre en place une clause en disant à l'issue du contrat, monsieur le client, vous vous engagez à reprendre le matériel, tout au moins à verser sa valeur comptable, de manière à ce que moi, prestataire, je ne perde pas d'argent à l'issue du contrat. Donc ça, c'est aussi un des enjeux de la durée du contrat, et en général, les discussions vont bon train sur le sujet. Et puis, on peut avoir des coûts imprévus, des coûts cachés, une inflation assez forte qui fait que quand bien même sur le papier et sur le contrat, on a signé avec une grille tarifaire, on peut être amené peut-être potentiellement à revenir sur cette grille tarifaire. Alors, il faut cadrer, bien sûr, ces sources potentielles. Et là aussi, si j'ai mal préparé mon externalisation, que j'ai annoncé qu'on ferait 100 palettes de jour et qu'on en fait 150 ou 200, ça veut dire que peut-être qu'il y a des moyens à mettre en place, peut-être qu'il y a des surfaces supplémentaires à mettre en place, peut-être qu'il y a un étiquetage qui n'était pas prévu que je dois mettre en place, etc. Alors, c'est des coûts, entre guillemets, cachés vis-à-vis du contrat, qui sont peut-être un peu moins cachés qu'on s'en rend compte, mais en tout cas, ça veut dire qu'on peut avoir potentiellement de la fluctuation de coûts et des retours en table de négo pour discuter donc de nouveaux tarifaires. Et alors, pour limiter ces risques, rien de tel qu'un bon cabinet de conseil qui peut vous aider, évidemment, tel que Cinco, c'est l'une de nos cartes aujourd'hui, l'une de nos palettes. On peut vous aider justement à la fois à préparer le terrain, et on va voir comment on le fait, préparer cette externalisation et à limiter justement ces risques de manière à prendre confiance sur cette partie donc d'externalisation. Toujours dans le lexique, un petit extrait qu'on peut trouver aujourd'hui un peu partout sur le net, puisqu'on parle de 3PL en général, 3PL, un prestataire logistique. Il faut savoir que les PL vont de 1 à 5, et même peut-être même 6 PL maintenant, quand on parle des notions d'environnement, RSE, etc. Le 1 PL donc, fait du transport, la distribution, voilà, et on lui demande de faire ça, il le fait. Le 2PL va assurer donc une partie du stockage également. Le 3PL va avoir du stockage avec la valeur ajoutée. Il va mettre son WMS en place.
donc son outil de gestion d'entrepôt, on fait lui avoir des exigences de niveau d'exécution, donc on va déjà être, donc il faut aller chercher entre guillemets un minimum un 3PL si on parle d'externalisation donc de la logistique. Le 4PL, lui, va coordonner la chaîne logistique, et puis le 5PL, lui, va amener des notions d'automatisation, de flux, notamment d'utilisation de demande. Il va organiser vos plans de transport, et donc plus vous montez en PL, entre guillemets, plus vous avez de la valeur ajoutée, et plus vous déléguez des missions à votre prestataire. Bien, alors, on a vu les avantages, on a vu les risques d'externaliser. Maintenant, comment on fait? Comment est-ce qu'on s'y prend? Et là, on a un plan d'action, c'est-à-dire qu'on va d'abord évidemment définir son schéma directeur en phase avec donc la stratégie de l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on répond à cette stratégie? Donc, on a son plan d'action. Il faut donc commencer par un audit, on va détailler un peu tout ça, définir donc les périmètres d'activité, qu'est-ce qu'on externalise, encore une fois, lancer donc ce qu'on appelle un RFI, Request for Information, pour aller identifier qui parmi les prestataires du marché peut répondre à mes critères. Pourquoi? Parce que c'est un prestataire qui s'adresse déjà à mon secteur d'activité, qui a déjà, par exemple, si je suis sur la grande distribution, il a déjà des créneaux de rendez-vous sur des plateformes de dégroupage, par exemple. Je vais aller chez un prestataire parce qu'il est pas loin. Je vais aller chez un prestataire parce qu'il a une bonne réputation. Mais il faut qu'on s'assure qu'il maîtrise nos domaines d'activité. Perturber le micro. Donc voilà. Donc on va faire ce RFI pour aller identifier donc ce bon prestataire. Et puis donc on va mettre forcément un calendrier en place. Ensuite on va lancer l'appel d'offres. Une fois qu'on fait un entonnoir, on dit parmi les prestataires du marché à qui je peux m'adresser, on va s'adresser donc ensuite sur donc un certain nombre de prestataires à même de répondre. Et puis on va faire une notion d'appel d'offres avec une shortlist et pour sélectionner le bon fournisseur, le bon prestataire. Je pense que c'est des choses qui vous parlent aujourd'hui et que vous avez l'habitude de maîtriser au quotidien. Dans cet appel d'offres, on va avoir des exigences. Je parlais tout à l'heure de critères contractuels qui vous permettent de sortir d'un prestataire si ça se passe pas bien, de suivre le niveau d'activité. Donc, on a donc ces indicateurs, on va en parler, mais on a ce SLS qu'on appelle, c'est un terme anglais, on aime bien l'anglais en logistique, Service Level Activity, c'est le minimum de service qu'on attend d'un prestataire et en dessous duquel on se donne le droit de mener des actions pour aller soit forcer la mise en place d'actions ou d'investissements chez notre partenaire, soit arrêter le contrat et du coup on parle plus vraiment de partenaire puisque ça se passe pas bien. Cet appel d'offres ensuite donc on va le gérer, on va le mettre en place, mais une fois qu'on a sélectionné le fournisseur, ben, il faut aller mettre en place l'activité, il faut pouvoir démarrer de manière sereine donc en termes de gestion de projet, et donc on va voir que c'est extrêmement important là aussi de gérer correctement le projet, d'avoir les bonnes ressources, les bonnes personnes au bon endroit pour cette amélioration et pour cette mise en œuvre efficace du projet d'externalisation. La première chose qu'on peut faire chez un prestataire, c'est l'auditer, c'est vérifier que ce qu'il nous annonce sur le papier glacé correspond bien à des prestations qu'il réalise, à des niveaux d'activité, à la satisfaction client. Voilà, donc on va aller donc mener cette audit du prestataire, voir avec quel système d'information on travaille, etc. Donc tout ça, on va le faire de manière à pouvoir, là aussi, calibrer les chiffres du RFI, dire oui, ok, c'est plutôt pertinent de lui proposer notre appel d'offres ou parce que c'est pas la peine de l'envoyer à 25 prestataires parce que vous allez multiplier forcément les travaux d'analyse derrière. Donc ça permet là aussi de faire une canalisation, un aiguillage, un entonnoir sur le bon prestataire. Le projet donc d'externalisation, donc on va parler forcément dans le périmètre du contrat d'une durée. On va proposer, donc on va avoir cette approche par projet, j'en parlais, donc de manière à pouvoir correctement prendre le temps de répondre donc,
appel d'offres, et puis on va diviser peut-être par service, qu'est-ce qu'on veut sous-traiter, est-ce qu'on veut prester le transport, le stockage, la manutention. J'ai un petit schéma ici qui montre différentes possibilités. Bon, alors une chose est sûre, c'est que quand on va appeler un prestataire logistique, on va sous-traiter une partie de main-d'œuvre. Alors, manuel, automatisé, mais il y aura toujours des entrées de colis ou de palettes, du stockage, de la préparation, la sortie, peut-être un peu de co-packing, un peu de conditionnement, un peu de reconditionnement, de réception de retour, de gestion de traçabilité, etc. Donc, il y aura de toute façon de la main-d'œuvre. Et donc, elle va forcément être incluse. La chose qu'on peut avoir en plus, c'est un implant du client chez le prestataire. On a besoin parce que l'entrepôt est à 150 km, parce que il y a en permanence un besoin de communication et de prise de décision entre le prestataire et le propriétaire de la marchandise, le client. On peut avoir potentiellement donc un implant sur site. Derrière, on va se poser la question de la surface. Vous pouvez très bien avoir un prestataire qui vient travailler chez vous, donc assurer dans ce qu'on appelle la logistique in situ, donc pour amener l'optimisation sur les services, faire un focus sur cette partie soit d'entrée, soit de mise en stock, soit de préparation, soit de sortie, soit de valeur ajoutée. Voilà, donc il peut être in situ ou il peut être dans un entrepôt, et cet entrepôt, ben, vous pouvez en être propriétaire, ou votre prestataire aussi peut en être propriétaire ou avoir un bail de location, tout comme ça peut être un investisseur chez lequel vous êtes parti chercher donc un crédit de bail. Il y a différentes solutions ici, on voit bien, c'est plutôt les finances et la culture d'entreprise et la stratégie aussi d'entreprise qui va dire non, on veut garder nos murs, ou non, ça ne nous intéresse pas d'être propriétaire d'entrepôt, ou on préfère focaliser encore une fois nos investissements, nos finances sur la partie production. On va se poser la question des systèmes d'information. Est-ce que moi j'ai un ERP avec un module WM plus ou moins bien développé? Est-ce que ça suffit au prestataire? Je lui demande de travailler avec. Est-ce que j'investis parce que j'ai mon ERP, j'investis dans le module WMS plus costaud et je propose au prestataire? Ou est-ce que je demande au prestataire, je propose au prestataire de travailler avec son outil, et on met en place dans ces cas-là donc des interfaces entre nos outils? Là aussi, il n'y a pas de vérité, il faut vraiment voir en fonction des flux, de la typologie, des notions de propriété aussi, puisqu'on peut confier une prestation logistique avec différentes filiales et différents propriétaires des matériels. Donc, à voir comment est-ce que à la fois le prestataire peut travailler soit avec mon outil, soit avec le sien, mais apporter la valeur ajoutée qu'on attend, et puis donc la facilité donc, des échanges, et surtout, c'est important en logistique, la traçabilité et le temps réel. Le matériel, pareil, si je fournis un système d'information à mon prestataire, ben peut-être que je vais lui fournir les PC qui vont avec, les imprimantes, les PDA. En général, les chariots sont plutôt apportés par le prestataire. Quand c'est des investissements lourds, je peux investir aussi chez mon client, chez mon prestataire, ou je peux, moi, en tant que prestataire, investir pour le compte de mon client. Mais donc, on va négocier donc là aussi des notions de durée de contrat ou des valeurs de sortie. Si on est dans une prestation, on peut inclure ou pas le transport. Voilà. Et puis, donc, se pose la question également des consommables, des palettes, les films, les papiers, les étiquettes, bien définir dès le départ qui les fournit. Ça limitera évidemment derrière les risques de coûts cachés dont on parlait, ou de surcoûts, parce que, ah ben non, j'ai pas prévu d'acheter les palettes, j'ai pas prévu d'acheter le papier, j'avais pas prévu ceci ou cela. Évidemment, en fonction de qui est propriétaire ou qui loue la surface, on aura aussi la notion de coût d'énergie, d'électricité, d'entretien, de sprinkage, etc., qui va arriver. Donc, on a pas mal de sujets quand même qui nécessitent des ressources de l'entreprise et qui nécessitent de maîtriser le projet dans sa globalité. Je parlais du RFI tout à l'heure. Alors, on a des outils. Ici, je cite une source IT Incel qui nous donne une cartographie du paysage e-logistique 2020. Alors, je crois qu'ils ont fait une mise à jour en 2021-2022.
Et qui nous montre les différents prestataires en fonction de donc qui interviennent sur le e-commerce ici, donc en fonction de est-ce qu'ils sont éditeurs, est-ce qu'ils sont transporteurs, est-ce qu'ils font le dernier kilomètre, est-ce qu'ils font du reconditionnement, de l'emballage, etc. Donc on a une vision un peu typologique de métro, et donc il y a certains prestataires qui pressent par toutes les lignes, et c'est un très bon outil déjà pour aller voir alors sur les plus grands acteurs du marché, pour aller déjà canaliser à qui je peux confier ma prestation. Après, on a évidemment des outils avec des annuaires qui sont en ligne, qui permettent d'aller identifier un certain nombre de prestataires. On entend parler de prestataires aussi, on a des gens qui sont autour, des grands acteurs régionaux, on a des petits acteurs. Voilà, il faut rien s'interdire et aller donc se poser la question si ces gens-là on les invite ou pas, donc à participer donc à ce RFI. Après les RFI, donc c'est des entretiens informels, voilà, pour bien prendre conscience, bien connaître ces notions de prestation, savoir si on va plus loin ou pas, et si on s'arrête justement sur une présentation papier glacé. Et puis arrive donc cette notion donc d'appel d'offres qu'on appelle aussi RFQ, Request for Quotation, donc qui doit prévoir, hein, finalement c'est votre cahier des charges que vous transformez donc en appel d'offres, que vous complétez en appel d'offres. Attention, ce cahier des charges, cet appel d'offres, ça va être la base pour rédiger un contrat derrière. C'est quasiment un pré-contrat. Et donc, il faut qu'il soit le plus précis possible quant à son contenu. Donc, vous allez présenter dedans votre entreprise, vous allez présenter vos flux, vous allez présenter vos besoins et vous allez présenter surtout le contexte et vos problématiques. Vous allez expliquer pourquoi est-ce que vous allez chercher donc une prestation, un prestataire logistique, de manière à ce que le prestataire en lui-même se sente concerné en disant oui, j'ai de la valeur à répondre, ou ben non, c'est pas la peine que je réponde, de toute façon, je serai à côté de la plaque, ou j'ai pas les critères pour, etc. Donc là, vous allez avoir un certain nombre d'exigences à exprimer. Arrive le cahier des charges, on va développer derrière. Et puis ensuite arrivent toutes les phases d'appel d'offres. Donc, première réponse, analyse des réponses, retour, shortlist, entretien, deuxième réponse, etc. Donc, de manière à pouvoir aller identifier, après un processus qui dure en général, c'est sur un temps entre 3 et 6 mois, identifier le bon prestataire de manière à pouvoir, là aussi, limiter les risques et éviter de se planter quand on va signer in fine avec ce prestataire. Le cahier des charges, donc encore une fois, hein, et on le mentionne ici, c'est un draft, c'est un pré-contrat. Il faut être très précis sur les spécifications techniques, logistiques, qu'est-ce qu'on attend de notre prestataire. Les instructions pour la présentation de l'offre. Ouais, comment est-ce qu'on veut que l'offre soit présentée, dans quel ordre, est-ce qu'on a un pavé humain, un pavé surface, un pavé IT? Est-ce qu'on veut plutôt un pavé, d'abord expliquez-moi comment vous faites la réception, puis le stockage, puis la sortie, puis ensuite seulement les effectifs, etc. Donc de manière à pouvoir uniformiser les réponses et faciliter le traitement des réponses derrière. On va avoir des notions de conditions générales de fourniture, les obligations de l'opérateur, les contrôles, les inspections, la prime, etc. Les spécifications techniques de l'offre, les indicateurs attendus, les niveaux d'activité attendus, tout ce qui est donc data, données qui vont permettre de calibrer une solution, les flux entrées, les flux sorties, les flux internes, les manutentions internes, et sur quelle structure aussi vous voulez que votre prestataire réponde. Tous les prestataires vont répondre dans la case C28 de votre fichier avec un coût de palette à l'entrée, par exemple, qui inclut tel et tel critère, de manière à ne pas se retrouver avec des coûts derrière et puis une balance coût fixe, coût variable qui soit déséquilibrée par rapport à d'autres prestataires. Donc, vous allez demander et de respecter un template. Le prestataire respectera ou pas, tant bien que mal. Il va peut-être mettre quelques réserves, etc. Mais l'idée, c'est bien de se mettre d'accord et de bien comprendre une offre pour dire oui, je vais plus loin ou non, je m'arrête là, je ne peux pas aller plus loin avec les réponses ou avec les éléments que j'ai pu recevoir.
Dans les données d'exploitation logistique et au transport, vous aurez donc une enquête, une analyse qualitative du processus, hein. Vous allez analyser finalement le retour qui vous aura été fait, l'offre qui aura été faite. Vous allez avoir une analyse quantitative des activités, les flux de véhicules, les flux entrées, les flux sorties. Donc tout ça, c'est important de bien s'assurer que les éléments que vous avez transmis à la fois sont complets, à la fois sont fiables, et à la fois sont bien interprétés et bien retranscrits dans l'offre par votre prestataire. Là aussi, c'est quelque chose qui est essentiel parce que si on ne se comprend pas sur le besoin, on risque d'être à côté de la plaque sur la réponse. Et surtout, vous allez vous projeter sur du long terme. Alors c'est difficile, il faut sortir le marc de café, la boule de cristal, ce que vous voulez. Il faut discuter avec votre marketing. Alors en général, si on vous demande de vous occuper et d'aller chercher un prestataire, on sait aussi que dans les évolutions de l'entreprise à 3, 5, 7, 10 ans, voilà quels sont les objectifs. Alors après, ça reste des objectifs, on les attend pas. Mais en tout cas, si préparer son activité et préparer donc la suite et le terrain et qu'il ne soit pas limité en termes de surface ni de flux. Et puis donc dans la préparation de l'offre, vous allez avoir donc à structurer donc ce que je disais tout à l'heure, le tarif, la structure. Vous allez imposer donc à votre aux prestataires que vous invitez à participer à votre appel d'offres, vous allez donc devoir structurer sa réponse de manière, encore une fois, à faciliter la comparaison, les analyses entre différents. Imposer donc la grille permet de comparer les offres de la manière la plus simple possible, la plus fiable possible. Et par contre, si vous oubliez, si du balance, on en parlera plus tard, des éléments, etc. Il faut éviter puisque ça reste c'est des solutions ou des coûts qui risquent d'arriver et qui pourraient coûter cher à terme puisque pas prévus dès le départ. La préparation de l'offre, donc voilà, vous avez donc les notions de stockage qui peuvent varier, vous avez de la manutention avec tout ce qui va être les mouvements d'entrée, la préparation de commandes, donc tout ça, on va vraiment identifier des lignes qui vont correspondre donc à vos activités, de manière à ce que vous ayez des réponses et des tarifs donc en face de chaque activité. Une alternative à ça, peut-être ce qu'on appelle le livre ouvert. L'activité à livre ouvert, c'est vous avez un prestataire, vous lui confiez une mission. Alors, ça n'empêche pas d'avoir évidemment cette notion d'analyse, d'appel d'offres, etc., puisqu'il faut quantifier, il faut calibrer. Et votre prestataire me dit, moi, je vous montre tous mes coûts, et quasiment. Et à l'issue, moi, ma marge, c'est de X%, et donc je vous facture mes coûts plus X%. Et c'est ce qu'on appelle donc un fonctionnement à livre ouvert. Ça vous impose, vous, d'être le plus efficient possible sur les processus et sur ce que vous allez demander donc, à votre prestataire. Et ça garantit au prestataire que lui, il va, en fonction du niveau d'activité, il va donc de toute façon être positif sur la fin de l'année avec une marge qu'il maîtrise, plutôt que prendre un risque ou mettre un seuil haut sur le dire pour dire moi, sur un niveau de chiffre d'affaires de 100, je vous facture minimum 60, c'est un talon fixe. Et puis ensuite, entre 61 et 100, c'est plutôt un coût variable. Ou au contraire, je vous facture pas de fixe et que du variable. Donc, c'est une notion de prise de risque, c'est une notion de confiance, de connaissance aussi d'activité. Et donc, un prestataire va devoir pouvoir comprendre et discuter avec vous à quel niveau on positionne ce seuil. En général, c'est des discussions qui sont assez intéressantes à mener et donc ça permet donc de bien calibrer et de bien positionner le risque. Un prestataire qui prend beaucoup de risques forcément va vous facturer plus cher. Un prestataire qui prend un peu moins de risques devrait normalement avoir des tarifs un peu plus abordables. Voilà, ici, donc on peut aller, alors on met audit PL, mais donc les prestataires logistiques concernés, des réunions approfondies, donc on pousse,
On analyse encore une fois ces retours, on analyse les réponses, on a des entretiens, des réunions, on a des fois des soutenances, des présentations. Hein. Alors au premier tour ou au deuxième tour, on dit bah, expliquez-moi ce que vous comptez faire, partageons et donnez-moi envie finalement de travailler avec vous. Et donc on peut l'avoir avec une présentation et on peut demander à aller auditer et rentrer de manière un peu plus factuelle et avec un peu plus de garantie chez les prestataires pour aller les auditer. Ici, on est plutôt dans une phase où on commence à pressentir un prestataire vainqueur. On ne va pas aller auditer 10 prestataires au tout début de l'appel d'offres pour mener ce genre d'audit. Donc, on est plutôt sur la phase ici shortlist entre guillemets. Ces offres que vous allez recevoir des fournisseurs, elles doivent être bicéphales, elles doivent avoir un côté technique et un côté économique. Essayons de ne pas mélanger la technique et l'économie, demander donc à ce qu'on décrive bien la technique de manière très précise, parce que c'est quelque chose qui est important, c'est l'organisation, la présentation, les outils, la disponibilité, les moyens, la capacité limite ou maximum de stockage, de flux, etc. Donc vraiment l'offre technique, combien de personnes, combien de chariots, combien de mètres carrés, quelle typologie de matériel, un peu d'automatisation, etc. Donc soyez très précis et exigez des fournisseurs qui répondent de manière très factuelle sur cette offre technique. Et puis vous avez l'offre économique avec des notions donc forcément de coûts qui vont respecter les grilles de tarifs que vous aurez mis en place précédemment. Et donc, vous allez vous assurer qu'avec le prestataire qui a bien l'intégralité donc des réponses qui ont été prises en compte. L'idée, c'est de dire, si vous avez bien pris en compte l'offre technique de manière intégrale, alors ça me garantit que l'offre économique devrait répondre à cette offre technique. Ça permet vraiment de dire, OK, le tarif correspond bien à une compréhension d'un besoin et une offre de service. Derrière, vous avez donc plusieurs offres que vous devez harmoniser, calibrer, vous devez comparer ces offres, solliciter donc les fournisseurs pour avoir des éléments complémentaires. Avoir donc des phases de questions-réponses. Et donc, vous allez traiter toutes les offres avec la même objectivité, de manière à pouvoir vous garantir là aussi que tous, quand bien même en premier tour ou en premier retour, on ne répondait pas correctement à l'intégralité de ma demande, de mon besoin technique, je fais une V2, je demande une mise à jour, j'essaie d'avoir les délais qui peuvent le permettre. Et donc, je m'assure derrière, avec une V2, que la réponse économique correspond bien à la réponse technique et que tous les prestataires vont proposer la même chose. Ou si j'en ai un qui me propose des choses différentes, je mets en place des outils de manière à pouvoir comparer de manière à ne pas mettre en péril mon entreprise, de manière donc à pouvoir bien s'assurer de la cohérence de la réponse, quand bien même la solution est différente, puisque vos prestataires vont vous proposer des solutions totalement différentes, avec peut-être des surfaces différentes, du matériel différent, une répartition des coûts qui va être différente. Donc, charge à vous de bien interpréter tout ça, parce que vous allez vous engager pour les 3, 5, 7 prochaines années. Vous allez mettre en place une grille de notation avec la pondération, hein, donc qui va vous permettre d'évaluer. Là aussi bien, vous mettez donc vous évaluez l'offre technique et l'offre économique, ça c'est très important, et vous allez analyser. Et sur la base donc de ces grilles de notation, vous allez pouvoir identifier peut-être les trois répondants que vous allez shortlister, ou vous en servez en shortlist et vous allez pouvoir identifier donc le fournisseurs avec lesquels vous allez vouloir travailler. Une fois que vous avez identifié votre partenaire, hein, il devient partenaire, il faut vraiment avoir cette vision d'échange d'informations, de transparence et de partenariat entre un client et son prestataire logistique. C'est beaucoup une question d'homme aussi, hein, la relation avec un prestataire logistique. Eh bien, on va passer à la phase de réalisation du projet. Donc, c'est comment j'anticipe, comment je monte en stock, à quel moment j'arrête moi mon activité
arrêter pendant X jours de servir vos clients pour aller chercher donc la mutualisation. Donc tout ça, vous allez avoir à le mettre en place dans le cadre d'un projet. Et vous allez monter donc les processus 3PL, de prestations logistiques, avec un tableau de bord, avec des calculs aussi qui vont venir affiner peut-être la partie contractuelle. Et donc vous allez mettre en place ce projet de manière à pouvoir vous assurer la bonne prestation. Alors, beaucoup de blabla, vous allez me dire, évidemment, hein, puisqu'on est sur un webinaire, on essaye de partager les pratiques. Les règles de succès quand même sur une opération donc d'externalisation, hein, c'est au minimum, vos flux doivent être digitalisés, puisque soit vous mettez en place, vous confiez votre brique WM à votre prestataire, vous donnez un accès limité, restreint à votre système d'information, mais ça veut dire que vous avez le système d'information qui va bien. On n'imagine pas aujourd'hui aller chercher un prestataire en lui envoyant des fax et en recevant des fax de manière à chacun de son côté pouvoir mettre à jour des systèmes. On va aller chercher la digitalisation, on va aller chercher l'interfaçage des systèmes d'information où on va mettre en place des possibilités pour un client d'aller saisir directement ses annoncés de réception, ses demandes de préparation et de commande directement sur un site web qui va aller décliner donc ces commandes dans vos systèmes. Donc les échanges d'informations doivent être les plus simples possibles, avec des règles de gestion qui sont claires. On va chercher donc les informations en temps réel, et donc on va aller chercher ce véritable partenariat. Avec un prestataire, il faut avoir une vision long terme. Il ne faut pas raisonner demain, après-demain, 6 mois. Il faut vraiment avoir cette vision long terme de manière à pouvoir anticiper les évolutions, anticiper les mises en place de nouveaux dispositifs, de stockage, d'évolution, etc. Il faut analyser les risques de manière minutieuse. On en a listé un certain nombre. Il faut avoir cette notion de risk management en anglais, où peut-être d'avoir à un moment donné la possibilité soit de faire marche arrière, soit de dire si j'ai un souci chez mon prestataire, est-ce que j'ai un backup? C'est des plans de continuité. Voilà, donc tous ces risques, il faut les lister. Finalement, ça correspond au risque que vous aviez, vous, quand vous aviez la prestation, quand vous assuriez votre logistique en propre, plus les risques ajoutés au fait que vous confiez votre logistique à une entreprise tierce. Les processus, je vous disais tout à l'heure en introduction, on ne passe pas une patate chaude, le processus doit être connu, maîtrisé, analysé. Vous avez peut-être des améliorations que vous souhaitez faire ou que vous souhaitez demander à votre partenaire. Donc, mais pour ça, il faut évidemment bien maîtriser, bien connaître ces processus. Les décisions doivent être partagées aussi, hein. On est vraiment sur des échanges. La gestion de la phase de transition, j'en parlais tout à l'heure, doit être maîtrisée. Comment est-ce qu'on monte en puissance? Quel temps on accorde au prestataire pour avoir un niveau de performance attendu? Et puis, donc, ce modèle commun de mesure de performance, c'est rien de pire que soit de ne pas avoir d'indicateurs, soit d'avoir des indicateurs, mais de ne pas partager la méthode de calcul et à la fin de comparer deux chiffres en comité de pilotage et dire, bah non, je suis à 98, ah bah non, vous êtes à 92, alors comment on fait? Non, on ne calcule pas pareil. Le calcul se met évidemment dans l'appel d'offres, dans votre cahier des charges et devient donc un élément important du contrat. Vous avez remarqué qu'à partir du moment où on a parlé, on a basculé sur finalement l'attribution de votre logistique à un prestataire, j'ai commencé à l'appeler partenaire. Et c'est cette notion de responsabilité sociétale des entreprises qui a été mise en place donc, par le gouvernement sur le référentiel en logistique, qui incite de la loyauté et vraiment un partenariat, une vision long terme entre un donneur d'ordre et son sous-traitant. Et donc, je vous incite vraiment à considérer votre prestataire logistique comme un vrai partenaire, alors non pas service de votre entreprise, mais vrai partenaire de votre entreprise. Et donc, la promotion de la responsabilité sociétale à la chaîne de valeur est un enjeu important. Et vous, pour le trouver, vous aurez donc également le lien sur le site internet. Les enjeux majeurs, donc des opérations donc, de sous-traitance logistique avec des préconisations gouvernementales.
Voilà, vous l'aurez compris, l'externalisation, c'est plutôt un choix stratégique. Il y a beaucoup de questions à se poser avant. C'est qu'est-ce qu'on fait? Quel est le schéma directeur? Quels sont les flux? Quels sont les périmètres que je veux confier donc, en prestation? Donc, vous avez, c'est un choix qui est quasiment, on le met ici à sens unique. Alors, même si on se garde quand même les possibilités de faire marche arrière, même si on a possibilité de changer de prestataire à un moment donné. Voilà, donc en fonction du périmètre. Il y a des options, des solutions qui, encore une fois, ne peuvent pas être générales ici, mais qui sont bien, qui doivent bien être décidées au cas par cas en fonction de votre activité, des attentes de vos clients, des attentes de vos collaborateurs, de votre mode de gestion. Est-ce que vous êtes en production? Est-ce que vous faites du négoce? Est-ce que vous faites de l'export, etc., du régional? Donc, tout ça, ça doit être vraiment bien maîtrisé, bien compris et partagé par l'intégralité de l'entreprise. Et puis encore une fois, il faut un bon projet, bien géré, je veux dire, comme tout, mais avec encore plus d'importance ici, parce qu'encore une fois, dès l'instant où vous allez confier les premières palettes à un prestataire, vous allez lui confier votre image vis-à-vis donc du service et du marché et de vos clients. Donc c'est capital. N'hésitez pas à vous faire aider sur ces sujets-là, ou même en amont de ce sujet, vous faire aider sur la question, finalement, est-ce que j'externalise ou est-ce que j'optimise mes process en interne? Voilà, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Donc, vous avez nos coordonnées pour nous contacter. N'hésitez pas à le faire si vous avez besoin d'éléments. Vous allez encore une fois recevoir euh, les supports qui vous ont été présentés aujourd'hui. Vous allez avoir un lien pour regarder la vidéo sur le web si vous en avez l'envie ou la nécessité. Et puis vous avez un chat disponible dans ce webinaire si vous avez des questions. Je vais aller regarder si si vous en avez posé pendant la session. N'hésitez pas, il est encore temps, je suis à votre disposition, on est en direct. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, et c'est peut-être omis de vous le dire. Mais nombre d'entre vous ont déjà assisté à nos webinaires. Alors, je vois que j'ai une première question ici. Alors, la difficulté pour trouver du foncier disponible favorise-t-elle l'externalisation de la logistique? Et du coup, est-ce que cela peut être un facteur d'augmentation des coûts de l'externalisation? Alors, la difficulté de trouver du foncier va être vraie à la fois pour vous et à la fois pour un prestataire. Avec la contrainte pour vous de dire je suis localisé là, j'ai mon siège, j'ai mes effectifs, j'ai mes équipes, j'ai ma production, ou j'ai mes activités à valeur ajoutée, mais j'ai pas de foncier autour pour étendre mon entrepôt, pour assurer mon activité logistique. Donc effectivement, ça peut être un des critères pour dire j'externalise, ou tout au moins j'éloigne ma logistique de mon cœur névralgique. Et là, je me pose la question si je dois gérer en long terme cette activité ou si je vais externaliser. Un prestataire, lui, va pouvoir être moins contraint géographiquement. Alors, quand bien même, il faut raisonner sur à la fois la localisation de vos clients, la localisation de votre marché. Est-ce que vous faites de l'export? Vous devez être plutôt à côté d'un port, d'une voie ferrée, d'une barge. Est-ce que vous êtes plutôt sur des clients qui sont plutôt région parisienne ou le sud-ouest, etc. Donc forcément, vous avez une contrainte de localisation. Peut-être que vous allez vouloir exiger un entrepôt à 30 km maxi de votre siège, de vos locaux, parce qu'il faut pouvoir accéder régulièrement donc à l'entrepôt. Mais un prestataire, à la fois, lui, va pouvoir aller choisir une zone, alors qu'il va choisir par rapport à un taux de service de transport, par rapport à des infrastructures routières, autoroutières, etc. Mais un prestataire va pouvoir effectivement, lui, il sera moins lié à la production, va pouvoir aller investir dans un bâtiment et le proposer à plusieurs entreprises de mutualiser. Et donc, on a des intérêts effectivement à aller ici chercher un prestataire, ne serait-ce que pour raisonner sur le coût de la surface.
Après, est-ce que les prix vont plutôt grimper, pas grimper, etc. Donc il y a la conjoncture qui fait que ça monte ou ça monte pas. On sait qu'on a ces contraintes de zéro artificialisation nette, donc, mais il y a encore des grands projets d'entrepôts. Il y a des entrepôts aujourd'hui qui existent en France et qui sont pas tous remplis. Voilà, donc il y a toujours de toute façon euh, le moyen d'aller trouver de la surface. Euh, alors plus ou moins adapté à vos contraintes, sachant que bien souvent, on commence par dire ah, il faut un prestataire et il faut aller vite, parce que je me rends compte que j'ai plus suffisamment de surface pour fonctionner, mais des fois il est peut-être un petit peu trop tard, donc vous allez prendre une première décision d'externalisation qui va aller très vite, qui va pas forcément concerner la préparation de commandes, qui va plutôt concerner du stockage de produits finis ou de matières. Euh, et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir construire petit à petit des relations avec les fournisseurs. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Par la qualité des données et de la mise en œuvre des solutions avec l'intelligence artificielle, l'exemple préparation de commandes dans vos projets actuels et futurs. Alors, il doit manquer peut-être c'est quelle part, je pense. Bon, par la qualité des données et de la mise en œuvre de solutions avec AI, exemple dans vos projets actuels et futurs. Alors aujourd'hui, la part d'intelligence artificielle aujourd'hui, on va plutôt rester sur une couche euh, de business intelligence. C'est-à-dire qu'on a des outils, des WMS qui ont un maximum de données d'entrée. Alors, sous réserve que ces données soient fiables, quand on parle de fiches articles, de cartes magasins, etc. Mais il y a des données complémentaires aussi qui peuvent arriver, qui vont permettre à la fois, c'est ce qu'on attend d'un WMS, d'aller affecter les bonnes préparations, les bonnes vagues de préparation à la bonne personne parce qu'elle est localisée géographiquement, parce qu'elle correspond à la typologie de volume à préparer, parce que ça va enfin, utiliser, gagner du temps, savoir est-ce que je fais une vague de préparation 3 clients ou 50 clients et que je découpe après, est-ce que je fais qu'un seul client, etc. Donc tout dépend aussi de la typologie des produits, des volumes. Votre outil, votre système d'information va aller forcément gérer aussi l'optimisation donc des stockages avec des notions de classe de rotation et autres. Et l'un des éléments aujourd'hui qui est important sur ces outils, c'est qu'on va pouvoir aller automatiser des processus. C'est-à-dire que tous les jours à 15h30, vous lancez telle typologie de produit pour tel départ de camion qui doit partir à 17h pour le sud-ouest, etc. Ça, la machine va pouvoir commencer à le comprendre, l'interpréter et à le lancer à votre place et vous laisser la part pour plutôt aller gérer les difficultés ou la part de matériel nécessaire à l'action. Donc aujourd'hui, sur nos outils vraiment WMS, à l'intérieur de l'entrepôt, on est plus sur du BI que sur l'analyse, donc la remontée de tableau de bord donc, qui permet de prendre des décisions, que sur l'intelligence artificielle. Là où elle commence à arriver, c'est plutôt dans les outils OMS, Order Management System, c'est quand vous avez des produits qui sont répartis dans plusieurs entrepôts, plusieurs endroits, à la fois pour anticiper, donc il y a une notion d'anticipation sur les niveaux de stock en fonction de projection de vente, mais quand bien même on a la projection, elle est fiable ou pas, à un moment donné, on a je dois servir un client à tel endroit avec un produit qui est présent dans 2 entrepôts, et bien les systèmes, à travers donc, ces outils, vont pouvoir décider de faire partir la commande plutôt de tel entrepôt plutôt de tel autre, parce qu'il y a d'autres produits qui vont avec, parce que c'est complété, parce que c'est plus proche, etc., parce qu'il y a des délais à rédiger, donc à respecter. Et ça veut dire qu'on a un maximum de points d'entrée et qu'en fonction de ces points d'entrée, de ces données d'entrée, le système va pouvoir très rapidement vous conseiller sur le processus à suivre. Voilà, effectivement, alors c'était la question était quelle part j'espère avoir répondu à votre question sur justement la part de dossiers sur lesquels on a aujourd'hui de l'intelligence artificielle.
Voilà, alors j'ai pas l'impression qu'on ait plus de questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou s'il y a des questions qui m'ont échappé, vous avez donc mes coordonnées directes ici. N'hésitez pas à envoyer un mail ou à passer un coup de fil. Merci beaucoup pour votre attention. Merci d'avoir suivi ce webinaire de Simco. À très bientôt pour un prochain épisode ou avant, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Au revoir.